L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le rendez-vous média. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Anthony Poiraudot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et membre du comité de rédaction de la revue 303 qui consacre en cette rentrée, je vais le montrer, un très beau numéro aux oiseaux. Alors avant de revenir plus longuement sur l'article que vous avez écrit pour ce numéro, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ce thème des oiseaux il s'est imposé à un moment de l'année où beaucoup d'entre nous quand même retournent au bureau, à l'école et vous nous promettez de nous envoler? Alors, c'est une bonne manière de présenter les choses. Je ne pense pas que le thème se soit d'abord imposé avec l'idée que ça sorte à la rentrée. C'est plus tard, dans un second temps, on s'est dit qu'elle serait dans la périodicité de nos numéros trimestriels, que pour la rentrée peut-être c'était bien. Je pense que globalement on a, je pense, constaté que la période à la fois de forte inquiétude sur l'extinction des espèces et la perte de biodiversité était quand même nous donnait un rendez-vous tout particulier avec un certain nombre d'espèces vivantes, et donc les oiseaux en sont exemplaires à cet endroit-là. Et puis que l'émerveillement et la fascination que suscitent les oiseaux sont toujours bon de s'y pencher. Et j'imagine que dans un deuxième temps, je me souviens plus, ça devient un peu ancien, on s'est dit que la rentrée était peut-être propice, en effet. Ouais. Eh ben, en tout cas, un très beau numéro. Et vous, c'est particulièrement en Mayenne que vous nous transportez, puisque vous avez écrit un article qui s'appelle « La très ancienne apparition d'oiseaux ». C'est plus précisément au cœur de la grotte Margaux. Et c'est en 2005 qu'on a découvert des gravures exceptionnelles d'oiseaux. Alors, je le disais en préambule, vous êtes écrivain. Qu'est-ce qui, vous, dans cette découverte, vous a interpellé ? Eh oui, je suis écrivain. Je ne suis pas préhistorien, archéologue ou d'aucune discipline scientifique qui est experte pour la préhistoire. Donc j'ai regardé ça avec ce qui m'avait un peu saisi, moi, quand j'ai visité cet endroit, qui est effectivement une grotte en Mayenne, qui est bien connue localement depuis très longtemps, et puis elle a été fréquentée pendant des siècles. Et puis, il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 20 ans, les préhistoriens ont constaté qu'il y avait des gravures très anciennes qu'ils ont réussi à dater. Entre 25 000 ans avant aujourd'hui et 12 000 ans avant aujourd'hui. Il y a eu plusieurs périodes. Mais on parle du paléolithique supérieur. Oui, tout à fait. Et c'est le paléolithique supérieur, c'est-à-dire la dernière période avant que l'humanité commence à écrire. À écrire. Avant ça, bien avant ça, avant qu'elle commence à se sédentariser et à avoir une activité agricole. L'écriture, ça vient qu'après. Et moi, alors, ce qui m'a frappé, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est à la limite de la visibilité. On entre dans cette grotte qui est fascinante, comme souvent le sont souvent les grottes. Et puis on distingue, la personne qui nous fait visiter nous fait distinguer des sortes de traits, de traces, dont dans un premier temps, on peut se demander si elle est bien volontaire ou accidentelle, ou si elle est de trace humaine ou pas, quel peut être son sens. Et puis on finit avec l'accompagnement du regard proposé par les guides, on finit par distinguer une presque image, et puis finalement en portant davantage d'attention, par distinguer des images identifiables, et en l'occurrence des images de un certain nombre d'animaux bien connus dans l'iconographie paléolithique, c'est-à-dire des cervidés ou des choses comme ça, ou des bovins, mais aussi des oiseaux. Et ça, les oiseaux, c'est très, très rare dans l'iconographie préhistorique. Et donc, on finit par distinguer ça, mais aux limites de la visibilité, vraiment. Bon, déjà, on est dans le noir, on est au fond d'une grotte, et puis avec une lumière rasante, et puis une image de ce qu'on est censé voir, on finit par dire, mais oui, effectivement, c'est là. Oui, dans l'article, vous dites, j'ai bien aimé cette formule, ces gravures ne se sont pas laissées voir alors qu'elles étaient bel et bien là.
Oui, tout à fait. Même les préhistoriens qui les ont cherchés, ils les ont cherchés parce qu'il y a une grotte à proximité où il y a un décor préhistorique bien identifié. Donc ils se sont dit que la manière dont c'était aménagé sur le même site, il y en avait peut-être ailleurs, ils ont cherché des années sans rien voir du tout, avant de déplacer un peu le regard vers la zone où finalement ils les ont trouvés. Mais il leur a fallu une attention extrême et puis un outillage de lumière, infrarouge, de passage par l'informatique pour finir par voir. C'est comme si elles se refusaient à être vues ou alors ces gravures, elles exigeaient une attention extrême pour être saisies. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que justement, vous parlez de toutes ces technologies qui permettent aujourd'hui de découvrir, comme si le futur recelait un peu les clés du passé, en fait, qu'il fallait avancer dans le temps pour pouvoir revenir et pouvoir découvrir des choses qu'on n'a pas vues pendant extrêmement longtemps. Vous le dites, vous êtes écrivain, c'est aussi un hommage aux scientifiques. Votre article, vous aviez aussi envie d'insister sur ça, sur ce regard pour ce qui ne se laisse pas voir. Oui, tout à fait, mais c'est une grande histoire de la préhistoire, dont je suis donc pas spécialiste, de la préhistoire comme discipline scientifique. C'est quelque chose qui se développe à la fin du 19e siècle, au 20e siècle, alors qu'on cohabite avec ces lieux depuis des dizaines de millénaires, à un moment, après les avoir oubliés, à un moment, on a un regard qui change. Alors la technique, effectivement, aide à ce que le regard change, mais aussi avoir conscience que quelque chose est à voir là nous permet de le voir. Alors qu'avant, peut-être, on l'avait tout à fait sous les yeux, mais ne sachant pas qu'on avait à le voir, on ne le voyait pas. Il y a quelque chose qui m'a bien intéressée aussi dans votre article, c'est le refus. Alors les scientifiques se refusent, ils ne peuvent pas aujourd'hui établir des théories, dire précisément pourquoi ces oiseaux ont été gravés. Mais pourtant, il y a quand même des théories qui existent, il y a quand même des pistes. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Alors, il y en a un certain nombre, mais qui sont jamais absolument certaines, hein, puisque on a comment dire, on a une partie des traces de la préhistoire qui sont très lacunaires par rapport à tout ce qui existe. Beaucoup de choses ont été perdues dans le temps, n'ont pas encore été découvertes. Alors, il y a eu une théorie qui a été longtemps proposée, qui est celle que c'était un rituel de chasse, par exemple, que c'était pour que les personnes qui gravaient ou peignaient dans les grottes au Paléolithique supérieur, c'était pour être favorable à la chasse. Ça a été remis en doute parce que les animaux qui sont les plus représentés sont pas tellement des animaux que les humains de la préhistoire chassaient. Ils chassaient énormément le renne, et il y a très peu de rennes dans l'iconographie préhistorique. Il y a une hypothèse plus récente qui est qui suit l'hypothèse d'une religion qu'on dirait chamanique. Hein, avec l'idée que c'est vraiment les grottes et les représentations sont le passage dans un autre monde avec la convocation d'esprits avec lequel les humains pourraient communiquer avec des entités immatérielles ou des choses comme ça. Et puis il y a un préhistorien actuellement qui s'appelle Jean-Loïc Lequelec qui suppose que c'est l'illustration d'un mythe primordial dans lequel les animaux, les êtres vivants sortent de la terre. Bon, je suis vraiment pas expert, mais pour le dire très très vite, c'est quelques-unes des hypothèses. Il y a un bouquin formidable de quelqu'un qui s'appelle Gwen Rigal, qui s'appelle Le temps sacré des cavernes, qui expose très bien les différentes théories. Je le cite au passage parce que il est sorti dans une collection chez un éditeur qui s'appelle José Corti. C'est une collection qui s'appelle Biophilia. Et la personne qui a été éditrice de cette collection pendant longtemps, qui s'appelle Fabienne Raffose, qui est une poétesse, écrit un texte dans ce numéro. Et il y a un ouvrage très important d'une écrivaine et historienne de la littérature qui s'appelle Marielle Massé, qui a été publié dans cette même collection. Ça s'appelle comment s'appelle-t-il? J'ai un trou de mémoire, j'ai honte. Et qui est justement l'autrice invitée? Qui est l'autrice invitée, Marielle Massé. Elle a écrit ce texte formidable qui sur
Une pluie d'oiseaux, voilà, pardon, je m'excuse pour ce trou de mémoire, Une pluie d'oiseaux, qui est un livre absolument formidable, où elle montre à quel point les oiseaux font un retour extrêmement important dans l'attention contemporaine, dans la poésie contemporaine, dans le regard contemporain des sociétés actuelles, au moment même où ils chutent, au moment même où ils disparaissent. Où ils sont menacés de disparition. Voilà, tout en à tout fait. cas, ces oiseaux, vous pouvez les retrouver dans le nouveau numéro de la revue 303. Il y a plein de très beaux articles, je vous les conseille tous. Elle est en vente depuis le 7 septembre. Merci beaucoup Anthony Poiraudot. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouveau Rendez-vous Média. Le Rendez-vous Média, en podcast et en vidéo sur myson et le sonunique.com.